You know, we're sitting here, you and I, like a couple of regular fellas. You do what you do, I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate. Not for a second. Maybe that's the way it'll be. Or, who knows? Well, maybe we'll never see each other again. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, trop studio. Ah, ton cul. C'est mon génie. Don't waste my motherfucking time! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui va nous parler aujourd'hui de l'un de ses films préférés à l'occasion de sa sortie en Blu-ray dans une copie restaurée 4K. 4K, ça veut dire que si vous avez un grand écran chez vous, ou un cinéma, eh bien vous allez en prendre plein la gueule. Vous pouvez voir les points noirs de De Niro. Il s'agit bien évidemment du hit de Michael Mann, sorti en 95, sur lequel on va s'épancher pendant toute cette émission, bien évidemment. On reparlera peut-être de cette édition qui reprend grosso modo les bonus de la précédente, qui les accompagne quand même de deux conférences, dont l'une animée par Christopher Nolan avec Michael Mann et ses deux acteurs principaux De Niro et Pacino. C'était il y a 2 ans, donc pour les 20 ans du film. Non seulement De Niro et Pacino, mais puis après il y a une bonne partie, une dizaine de membres de l'équipe de film, acteurs, techniciens, dont Dante Spinotti, les producteurs Arkinson. Mais le gros intérêt de toute façon de cette édition, c'est bien évidemment sa copie assez merveilleuse, le film étant déjà merveilleux en lui-même. La précédente, comme tu me le faisais remarquer, était pas non plus complètement dégueulasse. Là, Michael Mann a priori lui-même, avec Spinotti, si j'ai bien compris, ont révisé cette copie. On va peut-être y revenir plus tard. Avant de parler vraiment du film, une présentation quand même de Michael Mann dont on a déjà parlé dans cette émission, mais ça fait toujours du bien quand même de reposer quelques bases. Michael Mann qui fait partie de cette génération du nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'il a le même âge que des gens comme Spielberg, comme Scorsese, De Palma, un peu plus jeunes comme tu me les as remarqué que des types comme Coppola. Friedkin, La grosse différence qu'il y a avec eux, et ce pourquoi il fait pas partie vraiment du nouvel Hollywood, c'est qu'à la fin des années 60, parce que c'est un gros lâche, il s'est barré des États-Unis et il est parti faire ses études de cinéma lui à Londres.
Donc pendant toutes les années 70, en tout cas pendant une grosse partie de la fin des années 60 et du début des années 70, il n'était pas présent, il n'a pas pu participer à tout ça, et quand il est revenu aux États-Unis à la fin des années 70, il a commencé à travailler lui pour la télévision, à scénariser des séries, il a bossé Alors pour qu'en Starsky Angleterre, du et coup, Hutch. il était finalement, Il a fait du documentaire plutôt. C'est même pas du documentaire, c'est qu'il était, il a fait la London Film School, c'est-à-dire que sûrement parmi ses collègues de classe, il y avait des types comme Alan Parker, Diane Lyne ou Ridley Scott. Et en Angleterre, il a non seulement effectivement fait du documentaire parce qu'il a tourné un film invisible malheureusement sur mai 68 où il interviewe Krivine ou Cohn-Bendit, on serait très curieux de voir ça. Mais il a surtout fait des pubs et en fait il fait partie de cette génération qui a fait beaucoup de publicité aux côtés de Adrian Lyne, Parker ou Ridley Scott. Après, il a pas pris du tout le même chemin qu'eux justement, et bien heureusement d'ailleurs. Comme je le disais, donc il a bossé d'abord en revenant aux États-Unis à la télévision, donc Starsky et Hutch, une autre série Vegas aussi d'ailleurs que je n'ai pas vue, et puis son premier film pour la télévision justement, qui date de 78 ou 79, un truc comme ça, comme un homme libre, en version originale c'est Jericho Mile, où il a été dans la prison de Folsom, il a tourné dans la prison de Folsom, il a déjà démarré du coup à faire vraiment ce travail un peu documentaire justement de grosses recherches et d'immersion dans le milieu qu'il prévoit de filmer, avec ce premier film qui n'est pas disponible en France mais qu'on peut trouver en DVD à l'étranger, en Angleterre et aux États-Unis notamment, et à Los Angeles bien évidemment vous pouvez trouver ce film. À ce moment-là, faut déjà quand même, on y reviendra après, mais il a déjà écrit une première version du scénario de Hit. Voilà, on va y revenir plus tard, évidemment, sur toute cette histoire, puisque c'est basé sur une vraie rencontre qu'il a fait avec un policier. Après, Jericho Mile, il va donc réaliser son premier montage pour le cinéma en 80, qui sera Le Solitaire, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui était sorti dans une belle édition chez Wildside, avec un beau livret, tout le bordel. Donc voilà, avec James Caan, un très grand film déjà, mais c'est vrai que ce n'est pas un gros succès non plus, de toute façon, à l'époque. Et il arrive lui déjà après le Nouvel Hollywood de toute façon, donc c'est vrai qu'il est dans une il est un peu à part dans le cinéma américain dès le départ de toute façon quoi. Oui, il est un peu à part, et puis c'est surtout que, comme je disais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie et qu'on a rattaché avec beaucoup de filantistes, de cinéastes comme Parker, Ridley Scott et tout ça. C'est-à-dire que quand Sixième Sens sort, évidemment il a le droit à pas Sixième Sens, Le Solitaire sort, il a le droit à une présentation à Cannes, mais du fait d'un style extrêmement prononcé, on le rattache bien évidemment à tout ce début ce cinéma des années 80, qui est un cinéma du retour au visuel, avec une sorte, c'est un peu le cinéma de la restauration, pour aller vite après, un cinéma très critique envers l'imagerie qui serait le cinéma des années 70. On a un cinéma qui va revenir dans les années 80 à une proposition extrêmement visuelle, et c'est vrai qu'avec Le Solitaire, on en avait parlé quand on avait fait notre émission là-dessus, on peut dire qu'il invente quelque part aussi le cinéma des années 80, chose qui va vraiment radicaliser avec deux flics à Miami, qui inventent vraiment complètement l'esthétique des années 80. On peut citer à cette occasion-là cette anecdote qui est une légende urbaine mais géniale, où Friedkin, quand il fait To Live and To Die, qui est le meilleur polar des années 80, il faut le dire, c'est un film exceptionnel. Avec Le Solitaire justement. Voilà, une des légendes urbaines veut que que Michael Mann, en voyant To Live and To Die, fasse un procès à Friedkin en disant merde, c'est toi qui vas faire le grand polar des années 80 en reprenant toute mon imagerie, je te colle un procès. Évidemment, a priori, ça n'a jamais été le cas, il n'y a jamais eu de procès, mais ça veut aussi bien dire du fait que Michael Mann n'a jamais été trop reconnu, parce que voilà, c'est la télévision et tout ça, ces films passent relativement inaperçus, ils sont par la critique jugés un peu à l'emporte-pièce. Alors faut savoir aussi qu'après Le Solitaire, il y a l'expérience The Keep, la forteresse noire, qui aujourd'hui n'est pas disponible non plus, qui a été un échec monumental, qui a souffert de coupes monstrueuses au montage, et dont le responsable des effets spéciaux est mort pendant le tournage, ce qui donne un effet assez bizarre. Donc c'est un film pendant la Seconde Guerre mondiale avec des nazis, avec des monstres, un film fantastique dont Mann ne veut pas vraiment entendre parler aujourd'hui. Les gens réclament voilà une director's cut sortie. Mann, lui, ça ne l'intéresse absolument pas de revenir sur la forteresse noire. Et après cet échec, parce que c'est un gros échec la forteresse noire, il va en effet passer du coup à Deux flics à Miami. Il y aura l'expérience Sixième Sens, le Manhunter, qui est un film merveilleux, donc première adaptation de Thomas Harris avec Hannibal Lecter. C'est après avec Le Solitaire, Tiff, c'est vraiment les deux films qui sont dans une imagerie années 80 assez très très marquée quoi. Et qui est vraiment merveilleux, et qui ressortira probablement en Blu-ray en France à la fin de l'année d'ailleurs chez ESC. Ce qui promet, le film est déjà sorti en Blu-ray en Angleterre, et une copie absolument merveilleuse. Et c'est
d'ailleurs, c'est important de le noter, en 86, donc du coup le sixième sens Manhunter, c'est la rencontre aussi avec Dante Spinotti, qui sera donc son chef-op attitré jusqu'à Public Enemies en tout cas, même si je crois que c'est Ali qui ne feront pas ensemble, mais donc on retrouvera évidemment sur Hit, notamment sur le dernier des Mohicans et sur Révélation. Donc rencontre avec Dante Spinotti qui est assez importante parce que visuellement, et Hit on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un film qui est vraiment assez parfait à ce niveau-là, qui est assez exceptionnel. Pendant encore du coup quelques années, il va rester à la télévision justement après le sixième sens. Michael Mann donc travaille non seulement sur deux flics à Miami, qui va vraiment chapeauter ça va être le grand gourou de cette série. Il fera appel à d'autres réalisateurs comme Abel Ferrara pour réaliser des épisodes. Il en est le showrunner mais pas le créateur. C'est ça. Mais vraiment il va l'utiliser comme un espace d'expérimentation aussi. Et c'est vrai qu'en revoyant quelques épisodes de Deux flics à Miami, c'est impressionnant de voir que c'est pas exactement l'image qu'on peut en garder aujourd'hui, à savoir uniquement les flamants roses justement et puis les types avec des costumes des années 80, mais c'est un film c'est une série assez sombre quand même, et le pilote par exemple est assez impressionnant. Moi j'avais pas le souvenir que en voyant le film qu'il en a tiré par exemple dans les années 2000 et quelques, 2005 je crois, son film de Miami Vice, mais c'est impressionnant de voir que le pilote en fait reprend ressemble assez au film en fait, savoir ces deux bonhommes qui vont passer leur temps à échouer dans tout ce qu'ils font, qui vont être responsables de la mort de tous les gens qui sont proches d'eux. C'est vraiment sombre comme début de série. Évidemment il y a eu plusieurs saisons et après c'est parti un peu dans quelque chose d'un peu trop cool, mais en tout cas il l'a utilisé comme quelque chose d'expérimental, et il va rester à la télévision justement pour réaliser aussi en 88-89 le LA Takedown dont on reparlera après, qui va être une espèce de prototype justement de Hit. C'est le scénario sur lequel il travaille déjà depuis 10 ans et qui va récupérer quelques années plus tard pour Hit, mais là pour le coup recentré, tourné en 2 semaines avec peu d'argent, avec des acteurs complètement inconnus qui sont pas très très bons d'ailleurs, mais on va reparler plus tard, et c'est quand même un moment important. Et après ça il va faire le dernier des Mohicans, qui va être un gros succès pour le coup, et qui est très très chouette d'ailleurs le dernier des Mohicans, et qui va être un gros succès et qui va lui permettre de mettre en chantier ce Hit qui sortira en 95. Mais il aura quand même fallu du coup plus de 15 ans justement pour qu'il parvienne à fignoler son scénario, à trouver les moyens et le temps pour faire ce Hit. Ouais, et c'est du coup, ce film sort donc en 95, donc on revient un petit peu, on est revenu un petit peu sur la carrière de Mann pour voir ce moment en 95 où ce film sort. Ce film sort, évidemment, on ne parle que d'une chose au moment où ça sort, c'est le premier film qui va réunir et mettre l'un en face de l'autre Pacino et De Niro. Dans le même évidemment, tout le monde sait que voilà, Pacino et De Niro jouent ensemble dans Le Parrain 2, mais évidemment, ils ne partageaient aucune scène ensemble. Hit est vendu comme ça, ce qui fait que quand Hit sort en 95, moi je m'en souviens, c'est vrai que moi-même, évidemment, j'ai 15 ans, je ne sais pas qui est Mann. Je pense que la plupart des gens, voilà, ne savaient pas qui était Mann. Pour la critique, c'était cet obscur imagier, le mec de Flic à Miami, quelqu'un de pas très intéressant. Pour le public, c'était éventuellement le bonhomme qui avait fait le dernier des Mohicans, qui avait connu un très grand succès. En tout cas, on n'en parle quasiment pas, et le film est accueilli comme un polar assez intéressant, mais pas sans plus. Personne ne note l'importance et la force du film, et c'est complètement noyé sur cette rencontre-là qu'on accuse en plus d'être complètement falsifié, parce que finalement il y a quasiment aucun plan où on voit les deux en même temps, si ce n'est le plan final, vu que quand ils sont ensemble dans une scène, c'est en chant contre chant, et donc on accuse même ce fameuse scène, le pivot central du film de la rencontre dans le café, d'avoir été falsifié, d'avoir été tourné pas dans les mêmes jours et d'avoir été créé uniquement au montage. Donc en tout cas, c'est vrai que ce film-là sort non pas dans l'anonymat total, parce que c'est un film qui a plutôt un gros succès. Ah oui, il y a une grosse pub. Moi justement, j'ai aussi ce souvenir. Moi, j'avais 10 ans quand c'est sorti. C'était énorme. J'étais abonné à la première déjà. Et c'était justement la une. Et comme tu l'as dit, par contre, c'était vendu sur la rencontre Pacino et Michael Mann, passé un peu à la trappe quand même. Complètement. Et c'est hallucinant. Et là, c'est un gros succès quand même. C'est un gros succès, et c'est surtout que voilà, là, 20 ans plus tard, 20 ans, c'est ça, 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, on se rend compte que c'est un des films les plus séminaux de l'histoire du cinéma. Je pense que c'est un film qui est considéré comme l'un des meilleurs polars de l'histoire du polar. C'est un film qui a presque fermé l'histoire du polar quelque part. Malheureusement, j'ai envie de dire, en tout cas c'est un film où quiconque maintenant veut faire un polar, il est obligé de se référer à ce film-là. C'est assez ou d'essayer de s'en détacher justement, mais en tout cas ça reste une base. Ça reste une base, mais c'est surtout que moi je prendrais
prendrais comme exemple un truc assez dingue, qui est un des polars qui est sorti l'année dernière, il me semble, qu'un polar français, parce que quand je parle d'influence de ce film-là, je me cantonne même pas en termes de cinéma américain. Je pense qu'entre ce film-là, Hit, et celui que Michael Mann a fait après, Révélation, il y a eu autant d'influence de Michael Mann sur des gens comme Soderbergh ou Christopher Nolan que des gens comme Olivier Assayas, Pascal Ferrand en France. C'est quelqu'un qui a absolument créé une forme, qui a et dans le cinéma hongkongais aussi, qui a créé. Oui, voilà, on va retrouver ça dans Eternal Affairs, on va retrouver ça dans le cinéma hongkongais complètement. C'est quelqu'un qui est absolument séminal là-dedans, qui a créé vraiment une forme, qui a créé une façon, qui a inventé presque les années 2000, qui a inventé l'esthétique. Même déjà les années 90. Comme il a pu inventer l'esthétique des années 80, là il invente l'esthétique des années 90 et surtout des années 2000 qui vont venir. Il a influencé un nombre considérable de cinéastes, et c'est vrai que dans le cadre, pour se cantonner uniquement dans le cadre du genre, j'ai cité cette anecdote qui est assez terrifiante, c'est l'année dernière où quand le film Braqueur de Julien Leclerc, donc un polar français qui a été vendu justement comme enfin on a notre hit français, je me souviens d'un truc qui m'avait très marqué, c'est le bonhomme Julien Leclerc dans une interview pour Première qui dit moi voilà ce que j'ai fait, je me suis dit ce que je vais faire, je vais acheter à la Warner les bruits de Kalachnikov de Hit, parce que c'est comme ça que je vais réussir à voilà capter mon auditoire. C'est comme ça qu'on fait un truc réaliste, c'est en achetant les bruits de Kalachnikov de Hit. Donc tu dis les mecs n'en sortent pas, parce que en fait en France c'est pareil. Il y a eu après dans la foulée de Hit un autre cinéaste qui finalement a un peu marqué l'histoire malgré la médiocrité de ses films. L'histoire du cinéma policier français, c'est Olivier Marchal. On regarde ces films-là. Quand on a Hit en tête, ça paraît complètement aberrant, ça paraît des sortes de copier-coller un peu ridicules, où tu sens bien que le mec on ne peut plus faire un polar de la même manière. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Hit, effectivement, c'est un polar dans l'idée, mais Hit, c'est surtout un film qui est né chez Michael Mann, non pas comme une volonté d'officier dans un genre, carrément pas. Lui, le point de départ de ça, contrairement à Marshall ou à Julien Leclerc quand il fait Braqueur, ou à Ben Affleck quand il fait The Town, donc aussi un film qui doit beaucoup à Hit, qui vont se référer à un film. Hit, la référence, c'est pas des films, il va pas se poser dans une histoire du polar, dans une histoire des femmes du polar. Lui, le point de départ de Hit, Michael Mann en parle beaucoup, c'est son meilleur ami Chuck Adamson, qui était un flic à Chicago, qui lui raconte au début des années 60 que ça se passe. Début des années 60, qui lui raconte qu'à un moment il il poursuivait un grand bandit à Chicago. Neil McCauley, il a gardé Neil McCauley, c'est son vrai nom, c'est le nom du personnage de De Niro dans Hit, et il a nourri à distance une sorte de fascination par le bonhomme parce qu'il le trouvait extrêmement professionnel, il le trouvait très très bon dans ce qu'il faisait, et il a fini par alors qu'il l'avait il voulait évidemment le choper en flagrant délit, mais il a fini par le choper juste pour lui proposer un café pour qu'ils se rencontrent, et ils se sont fait non pas une déclaration d'amour, mais en tout cas une sorte de scène qu'on va retrouver dans le film, où ils vont acter à la fois leurs différences fondamentales, le chasseur et le chassé, mais à la fois leur profonde ressemblance dans les méthodes employées, dans une façon de se considérer par rapport à leur action et leur respect mutuel, de respect mutuel, mais en tout cas de se placer de la même façon, de se dévouer entièrement à leur tâche. Quelqu'un qui va être entièrement pris par l'action, c'est-à-dire celle d'accomplir des braquages, et l'autre entièrement dévoué à l'action de le poursuivre. Donc si je suis ce que je poursuis, c'est le fameux truc de Hit, mais à la fois si je suis ce que je poursuis, je ressemble à ce que je poursuis. Voilà, il y a une sorte à la fois de côté identique entre les deux personnages et de profonde dissemblance. En plus c'est une idée qu'il a lui travaillait déjà avant, quand on voit justement Manhunter et même le Solitaire. Alors Solitaire, on a l'approche vraiment réaliste. D'ailleurs, Chuck Adamson, le flic joue dans le Solitaire. C'est vraiment, donc c'est bien antérieur même à Sixième Sens. C'est vraiment quelqu'un avec qui c'est un pote à lui, quoi. Chuck Adamson apparaît dans le Solitaire. Effectivement, ça va rejoindre des préoccupations de Mann. On y reviendra, mais voilà, c'est quelqu'un qui est absolument traversé, qui a une sorte de ligne vraiment d'auteur, c'est-à-dire voilà les personnages de professionnels complètement dévoués
dévoués à leur tâche, qui finissent par limite évacuer toute identité pour s'abandonner dans l'action pure, quoi, et qui va leur empêcher évidemment d'acquérir une sorte d'une part de relation amoureuse, que c'est toujours quelque chose qui va apparaître dans les films de Michael Mann. Est-ce que du coup tu veux passer l'extrait maintenant ou est-ce que t'avais... Non, du coup après c'était pour revenir. Ça me paraît, même si on est toujours dans quelque chose de très factuel, mais important c'est quelque chose qui avait été noté, je pense, à l'époque de Heat et qui fait école maintenant et dont on se rend bien compte, hein, savoir que Heat, c'est un film qui maintenant non seulement a marqué des cinéastes, mais aussi a marqué des flics et des bandits, hein. Il y a encore eu, il y a quelques années, des braquages en France où le mec a clairement dit qu'il s'était inspiré de Heat. Clairement, les mecs des forces spéciales regardent la scène du braquage de Heat pour leurs entraînements en disant bah voilà, vous pouvez apprendre à recharger votre mitraillette comme ça. Évidemment, Michael Mann c'est un perfectionniste, c'est d'autant plus quelque chose qu'il a mis en branle dans son travail pour le cinéma, peut-être beaucoup moins dans son travail de série. Il avait moins le temps, mais une fois qu'il a eu l'occasion de faire des films, on se souvient donc du coup de l'anecdote de Solitaire où James Caan a été obligé aux côtés de perceurs de coffres d'apprendre à bien percer un coffre, donc c'était ça son travail d'acteur, ça convenait très bien à James Caan venant de l'acteur studio de pouvoir vraiment d'avoir à apprendre ça nourrissait son personnage. Là pour Heat, ce qui est de frappant dans le film en premier lieu, c'est l'extrême réalisme des procédures, tous les aspects du film sont d'une incarnation totale. C'est-à-dire que là, Heat, ce qui est très marquant, c'est que par exemple, c'est la première fois qu'on voyait Los Angeles comme ça. Bon, toi t'es allé à Los Angeles, pas moi, mais c'est vrai que d'un coup t'as l'impression de voir vraiment une ville que pourtant t'as l'impression de connaître par cœur par les films, et de là de la voir complètement différemment et de voir un peu ce que ça peut être sa spécificité. Tous les acteurs qui vont être impliqués dans le film, que ça soit les flics ou les bandits, vont être obligés d'aller voir des flics, de passer du temps avec les flics. Les bandits vont être, je sais qu'il y a cette fameuse anecdote où Tom Sizemore, Val Kilmer et Robert De Niro sont invités avec la complicité des services de sécurité à aller dans une banque pour établir un repérage à l'insu de tout le personnel. La séquence du braquage, hein, quand même, faut rappeler que ça c'est un truc dont Michael Mann parle dans les bonus, c'est que la fameuse séquence de braquage du film, elle a été répétée pendant plusieurs semaines. Elle a été répétée dans cette rue avec de vraies armes, avec des balles réelles, que je crois d'ailleurs. Ouais. Alors c'était très sécurisé évidemment, mais voilà, ils ont répété très très fort et d'ailleurs il y a Michael Mann explique que De Niro cherchait des motivations dans son personnage. Faut savoir qu'à chaque fois que Michael Mann écrit, et notamment pour Heat, c'est peut-être celui où il a le plus fait, chacun, le moindre des personnages, avait une biographie avec lui de son personnage. Hein. Et De Niro va demander à Michael Mann, mais c'est quoi la motivation du personnage exactement à ce moment-là? Mais de te barrer. Tu viens de braquer une banque, ta motivation c'est de te barrer, quoi. Donc ils vont apprendre exactement, et comme tu l'as dit, voilà, de savoir que les forces spéciales aujourd'hui regardent le film pour savoir comment recharger leurs armes, bah voilà, là c'était le fait que De Niro par exemple, oui, il avait vraiment appris, ils ont répété pendant longtemps à voilà le chemin exact par exemple pour sortir de la banque, ils savaient exactement, comme les braqueurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont répété ce braquage en fait. Ils auraient pu braquer une banque. Mais c'est un peu ça l'idée en fait, ce qui fait que quand on regarde ce film-là, c'est aussi un film sur des travailleurs en fait, mais comme dans n'importe quel film de Mann, et c'est ça qui fait la spécificité du film, c'est en ça qui va échapper à être un film de genre qui travaillerait sur une figure quelque part, où une figure de braqueur serait installée comme ça, serait uniquement où on partirait du mythe ou de la figure de l'archétype. Non, là on part vraiment du réel, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est un braqueur? Voilà, tu vas apprendre à l'être, et ce qu'on va faire, on va filmer ton travail, ce qui fait que n'importe quelle scène de Heat, que ça soit du point de vue des policiers ou du côté des braqueurs, on a une attention toute particulière qui va être montrée à toutes les procédures, les techniques utilisées, toutes les tout ce que les stratégies déployées dans chacun des camps pour atteindre leur but, quoi. Ce qui fait qu'on a un film qui est un summum de réalisme documenté, de même pas de naturalisme, mais vraiment de réalisme
très authentique. Il y a une authenticité dans Heat qui, c'est vrai, quand on voit la postérité du film, hein, je pense particulièrement, par exemple, il y a plein de scènes qui vont dans le cinéma, qui va venir après, qui rappellent Heat, mais quand on voit un film comme Dark Knight, le deuxième opus de Batman de Nolan, la première scène qui est un braquage de banque, où avec le Joker qui braque une banque, c'est une scène qui vient complètement de Heat. Nolan s'en cache pas, hein, il prend même un acteur assez emblématique de Heat, William Fichtner, pour jouer le directeur de la banque, et t'as quelque chose là-dedans qui déjà dans chez Nolan ça ne marche plus tout à fait, et parce qu'il est déjà dans la référence, parce qu'il est déjà dans la Michael Mann, ouais. il est pas dans la référence à aucun moment dans Heat, mis à part sa référence personnelle justement, est-ce qu'il lui l'habite depuis déjà plus de 15 ans en fait. Ouais, moi j'aime beaucoup Dark Knight de Christopher Nolan, je trouve que c'est vraiment son meilleur film, mais et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même tonalité. Quand on voit la scène des braquages dans Heat, on est dans quelque chose de très abrupt, très réel, très méthodique, quelque chose comme ça. Dans Nolan, la mise en scène qu'il a là-dedans, on est tout de suite dans quelque chose qui se pose dans une ampleur, dans un caractère un peu. Il cherche l'iconique. Dans l'iconique tout de suite. Il y a un côté un peu surplombant, pas immersif. Voilà, il y a quelque chose où la référence un peu fait écran. On voit que ça vient de Heat, quoi. Donc en fait, Heat, un des aspects qui saute le plus aux yeux, c'est ça, quoi. C'est ce côté hyper perfectionniste, control freak de Michael Mann, hein. Ça fait école, hein. Je pense particulièrement, je me rappelle toujours de Collateral, le film avec Tom Cruise et Jamie Foxx, où il y a le personnage de Ruffalo, qui est un personnage ultra secondaire dans le film, qui meurt, je sais pas, au bout d'1 heure de film, qui joue un flic, et il disait, il a dû, pour préparer son rôle, pareil, faire des tournées de flics et tout ça, mais en fait, il se dit, oui, mon personnage, il meurt hyper rapidement, mais en même temps, tu dis, quand tu vois Collateral, le personnage du flic, il existe directement, quoi. Il existe directement. Tu vois que le bonhomme, il est là, c'est complètement crédible d'un coup, il a une existence. On ne parle pas de son passé, rien du tout, mais même dans les méthodes, dans la façon de bouger, dans la façon d'appréhender une scène de crime et tout ça, il existe, le bonhomme, il est là. Donc il y a quelque chose qui fait un truc, c'est même dans l'écriture, parce que il y a un truc dans Heat, par exemple, que j'adore, c'est la relation de Niro avec la femme qu'il va rencontrer. La façon dont il va rencontrer, par exemple, c'est dans une bibliothèque, il est en train de se choper un bouquin, et après, à un comptoir, il est en train de lire son bouquin, c'est un bouquin sur le titane, et comment est-ce que le titane la charge d'explosion des titanes. Voilà, c'est ça. Il a un gros livre qui est super beau, parce que le type est un super professionnel, et du coup, il reste vraiment constamment au fait des évolutions techniques, de n'importe quoi. Donc, il vient de la rencontre, qui est extrêmement importante, parce que c'est ce qui va faire bousculer quand même la vie de ce personnage, parce que c'est ce qui va le faire dévier des rails qui s'étaient créés, de son credo, et qui le permettait de rester en vie, tout bêtement. Et comment ça arrive, cette rencontre qui va bouleverser sa vie, c'est en achetant un bouquin pour se perfectionner. C'est qu'un détail, mais le film regorge de ce genre de détails dans chaque scène du film. Ça explose. Ouais, enfin moi je sais que c'est un film dernièrement Guillermo del Toro, il y a pas si longtemps, a fait une déclaration d'amour à un film Zodiac sur Twitter, en disant voilà, c'est un film chaussette, c'est-à-dire c'est le film que t'es en train de t'habiller, tu tombes là-dessus à la télé, et puis t'as fini le film au bout de 2h50, t'as toujours ta chaussette à la main parce que t'as pas fini de t'habiller. Moi c'est un film, je le mets, je le finis, quoi. En gros, je peux pas, je suis pris complètement dedans, et je tiens, parce qu'à chaque fois, ça fourmille tellement de détails, tu sens très bien qu'il y a un travail qui tient à ce travail documentaire, c'est-à-dire que c'est pas des détails comme peuvent le faire d'autres cinéastes comme Dante par exemple, où les décors vont regorger de détails, d'influence, de références, n'importe quoi. Là, c'est des détails documentaires. Ouais, bien sûr, et puis il y a des détails, tout va être génial. Je pense que tu parlais de cette scène incroyable dans Heat, où la scène où De Niro rencontre la libraire. En le regardant, je me dis c'est super, où tu vois, t'as un plan comme ça où t'as De Niro qui est en train de lire son bouquin, il est complètement absorbé par la lecture de son bouquin, non pas au comptoir, mais c'est avant, dans les rayonnages, où t'as le personnage d'Amy Brenneman qui arrive derrière. Tu vois que Amy Brenneman va arriver en premier plan, et De Niro va avancer. Il l'a pas jeté, sans la regarder. Il va juste avancer pour la laisser passer, mais il ne l'a pas vue.
mais c'est juste que c'est quelqu'un qui, on voit très bien que c'est un mec qui veut être complètement invisible, c'est sa fonction au début du film, c'est l'homme gris. Mais par contre, on va essayer de refaire avec d'ailleurs Collatéral. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, là, il avance parce qu'il a très bien vu, il a l'air de rien, mais il a vu qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, il s'avance pour justement ne pas obturer, gêner le passage, gérer le flux du monde qui tourne autour de lui, quoi. C'est juste un tout petit pas, un léger pas. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ces petits détails-là que se niche un des côtés du génie de Michael Mann. On reviendra sur le deuxième côté génial, enfin qui achève de rendre Heat absolument génial. Mais là, c'est dans des détails de réalisme et de cohérence et d'authenticité, de cohérence de tous les personnages où c'est absolument génial. On se passe un petit extrait d'un moment qui sont un peu des scènes un peu signatures chez Mann où t'as des personnages qui sont en général des personnages assez taiseux mais vont un peu d'un coup se livrer et un peu donner une sorte de philosophie de vie. C'est des films qu'on va retrouver, des scènes qu'on va retrouver dans la plupart de ces films. Là, dans Heat, il y en a plusieurs comme ça, enfin pas tant que ça. Il y a celle-ci, c'est le premier dialogue entre Val Kilmer et De Niro. Évidemment, la scène principale, iconique comme ça, c'était la scène entre Pacino et De Niro. Mais là, on vous passe la scène de Niro qui donne un petit peu sa philosophie à Val Kilmer au début du film. You got something else on the side? Nothing regular. So you got something else on the side? No. You sure? Yeah, I'm sure. I don't know what you're doing. Remember Jimmy McElwain on the yard used to say, you want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Remember that? For me, the sun rises and sets with her, man. Yeah? Yeah. Okay. Voilà, c'était donc un extrait du Heat, la rencontre, pas du tout la rencontre, mais l'un des premiers dialogues, comme tu le disais, entre Val Kilmer et Robert De Niro. Et donc tu voulais partir sur l'idée des professionnels non mais c'est ton émission, mec. Oui, hein, non, mais après je peux le faire. Hein. C'est juste que comme on le disait, c'est vrai qu'il y a une chose à laquelle fait écho justement ce côté hyper méthodique et control freak de Michael Mann. C'est évidemment ces personnages qui sont tous des émanations d'eux-mêmes, dans le sens où ce sont toujours, dans n'importe lequel de ces films, que ça soit des mecs qui mettent toute leur âme et leur corps à conduire des taxis, boxer, tuer des gens ou percer des coffres forts. Ce sont des gens qu'on cueille au début du film, souvent en pleine action. Souvent, en tout cas, des gens en pleine action, et surtout des gens qu'on voit entièrement dévoués à leur tâche. D'où effectivement tout le côté méthodique qu'on peut voir, toutes les méthodes. On peut regarder, si on veut apprendre à conduire un taxi ou à boxer, on peut regarder Ali au Collatéral. Voilà, c'est des bonhommes qui sont entièrement dévoués à leur tâche. C'est le fameux un peu professionnalisme des films de Michael Mann, qui s'inscrit là dans la grande tradition, une grande tradition américaine. On sait que voilà, le cinéma américain, c'est un cinéma d'action. On peut l'opposer au cinéma européen qui serait un cinéma d'intériorité. Le cinéma de Michael Mann sera un cinéma d'extériorité. Ce sont des gens qui sont là pour accomplir une action. Chez Mann, il actualise quelque chose qui serait une des veines principales du cinéma américain et très largement représenté par quelqu'un comme Howard Hawks, ou Howard Hawks, pareil dans ses films. Toujours des personnages de professionnels qui sont complètement absorbés par une tâche à accomplir, absorbés par une fonction, et le film va un peu mettre en danger ça, mais il est quelque part entre Hawks et Kubrick en fait, même lui dans sa manière de faire. Ouais, parce que quand tu vois 2001 justement, ça rabaisse l'homme à une machine, même justement qui est uniquement réduit à sa fonction et à sa mission. Et alors lui, il y ajoute aussi le côté hawksien qui est le cool.
même si justement il rentre ni dans un excès ni dans l'autre, mais après il y a évidemment le rapport à Kubrick par rapport à lui, sa manière de fonctionner, de travailler, Michael Mann, à savoir justement ce contrôle fric dont tu parlais. Mais je voulais quand même à un moment mettre en lien les deux, c'est que c'est peut-être le bonhomme qui se rapproche le plus de Kubrick, même si visuellement les films sont très différents. Évidemment, ils utilisent pas du tout, ils sont pas travaillés par les mêmes idées non plus, mais dans la façon de travailler, en tout cas, je pense, et c'est pour ça que Michael Mann finalement a fait assez peu de films, qu'il en fait assez peu, c'est qu'il a besoin de ça. Ouais, il y a je du pense Coppola, il y a plein de choses, mais si on ressent, si on peut rapprocher ça de Kubrick, c'est que c'est Hit. Après, je voulais il y a aussi le truc qu'on termine définitif, l'émission hein, là-dessus, mais on le fera. Mais voilà, On le mais en fera, fait, on peut tout de suite l'annoncer, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé là du fait que Hit, ce sont des films c'est un film qui, comme la plupart des films de Mann, sont absolument géniaux pour leur profonde incarnation, leur profond réalisme, leur profonde authenticité, et vraiment quelque chose de très plein comme ça, de très réel. Et c'est à la fois absolument génial parce que c'est des purs films abstraits, c'est des purs films de construction géométrique, c'est des purs films qui vont filmer de l'invisible, qui vont filmer du creux, qui vont filmer quelque chose qui serait de l'ordre d'une sorte de film de froideur quelque part, alors qu'on est dans des films assez pleins et fondés sur quelque. Là il y a quelqu'un qui nous appelle, on sait pas qui c'est, et donc voilà, pour revenir un peu sur le personnage de professionnel de chez Michael Mann, c'est ça. Foutu en l'air c'est un bonhomme qui voilà, à force de se noyer dans une sorte d'action, vont en finir par perdre toute intériorité. Dans Hit, pour prendre cet exemple-là, on cueille De Niro précisément là-dedans. Hein. C'est exactement le sens du dialogue qu'on vient d'entendre. Quelqu'un qui est complètement dévoué à sa tâche, qui est complètement qu'on voit au début du film taiseux, complètement invisible, se noyant dans la foule, le mec qui arrive à faire en un pas se rendre invisible pour quelqu'un dans les rayonnages d'une librairie, quelqu'un qui c'est un échec justement cette séquence. C'est un échec parce que justement voilà, il va rencontrer le futur être aimé, mais voilà, c'est quelqu'un dont le principe même est de n'être vu par personne. La première scène de Hit, c'est on voit De Niro qui rentre dans un hôpital pour aller piquer une ambulance. Le principe même de la scène, c'est ce bonhomme-là va traverser un endroit public où il n'a aucune place et ne pas se faire voir. La mise en scène est là-dedans. Voilà, va acter ce fait-là. Le bonhomme. Et le spectateur ne sait pas qui c'est, ne sait pas pourquoi il est là. Ne sait pas comme les autres personnages qu'il va présenter après, on n'a pas tout de suite leur fonction, vraiment leur métier. On ne sait pas exactement ce qu'ils font là. On se doute bien qu'il y a un souci quand tu vois De Niro qui arrive dans l'hôpital. Il a une attitude étrange malgré tout, puisque la caméra est sur lui, les gens ne le voient pas, mais le spectateur le voit bien évidemment. Et mais voilà, il laisse un doute. Mais je te laisse continuer. Et du coup, voilà, Hit, il y a ce personnage de Niro dont la fonction principale au début du film, c'est justement de ne pas se faire voir. Hein, même à la limite, on allait dire, même dans la banque, son principal objectif, c'est de ne pas se faire voir. Hein, de suivre les rails qui s'est fixé. De suivre les rails qui s'est fixé, d'avoir un objectif, d'avoir un plan et de vraiment de disparaître. Hein, et puis même son objectif principal, à la limite, c'est vraiment de disparaître, de quitter Los Angeles. La possibilité de le faire sans. Voilà, c'est ce qu'il raconte. On a un personnage et ça, c'est son action, c'est son mode d'action. Il est mis en parallèle avec le personnage de Vincent Hanna, interprété par Al Pacino, qui lui, le mode d'action, son objectif, c'est de serrer des mecs comme De Niro. Et lui, son mode d'action va être absolument inverse. C'est au contraire, autant De Niro, lui, c'est sa maîtrise du temps et de l'espace, c'est justement de ne pas apparaître. Autant la maîtrise de Al Pacino, ça va être au contraire d'imposer son temps et son espace. Il y a une façon dans la mise en scène qui est très bien retranscrite et dans le jeu des comédiens. Où Pacino, quand il arrive dans un endroit, il impose son rythme, il est ultra visible, il impose sa chorégraphie. On a deux types de jeux très différents. Pacino, c'est un danseur, c'est quelqu'un qui a une relation à l'espace hyper expansive. De Niro, c'est beaucoup plus intérieur. Chez Pacino,
là, il arrive, il a une façon de rentrer dans la scène, la caméra le suit, il va délimiter son espace, tous les gens vont être prisonniers un petit peu de son temps et de son espace. C'est un autre mode d'action différent, mais ils ont ce point commun d'être entièrement dévoués à ce truc-là, et ce qui va les mettre en danger chacun. Et là aussi, voilà, c'est les relations amoureuses, c'est le fameux truc de Hit, hein, où chacun des personnages, quiconque, même le second rôle, on va lui voir sa relation amoureuse, et principalement entre Pacino, qui va commencer dans une relation amoureuse, on voit comment le premier plan de Pacino, il est en train de faire l'amour à sa femme. Oui, d'ailleurs c'est sa femme. Oui. Et De Niro, lui, il est complètement vide. À la fin du film, il y a une sorte de symétrie inversée où De Niro va se remplir quelque part, parce que lui va rencontrer l'amour. Finalement, à la fin, tu peux dire, il est en couple, quoi, quelque part. Il a décidé de mettre de côté son action pour mettre en danger son mode opératoire, sa vision de la vie, sa philosophie, pour être dans un couple. Évidemment, c'est un échec. Mais et Pacino, lui, au contraire, va passer le temps du film à perdre son couple, à finir comme De Niro au début, à finir comme sa femme lui dit, tu es un mort-vivant, tu es tellement dévoué à ton objectif que tu en as perdu de vue le fait d'être un être humain, quoi. C'était juste avant de te laisser continuer, je voulais revenir quand même sur sur la présentation même des personnages, justement, dont tu parlais. Il y a quelque chose dans la mise en scène, moi, qui m'a fasciné en revoyant un morceau du film pour cette émission. C'était justement, on parlait de l'introduction de De Niro qui va rentrer dans cet hôpital, qui va justement passer inaperçu dans cet hôpital. Et il y a une séquence, l'une des premières de Pacino au travail, justement, qui est quand il va aller interroger un de ses indicateurs qui travaille dans un garage pirate. Et on va, comme tu le dis, la caméra va suivre Pacino, mais là qui va défoncer les portes, qui va faire un foin d'enfer en arrivant. Et quand il arrive, pour le coup, tout le monde le remarque, tout le monde fuit, t'as tout le monde qui s'enfuit. Ouais. C'est exactement l'inverse. Et j'ai trouvé, enfin voilà, c'est une façon de présenter les personnages. Comme tu as dit, après, ça va évoluer justement. Et cette mise en scène va au fur et à mesure déjà les mettre à égalité. C'est ça c'est là aussi que la séquence, par exemple, du café est importante. Si on les met à un point d'égalité, à partir de cette scène-là, en fait, il va tout décaler, et justement, comme tu l'as dit, mais ça c'est traduit vraiment aussi par la mise en scène énormément. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, justement, ces deux aspects de quelqu'un qui fait du bruit, parce que De Niro va faire de plus en plus de bruit dans ses mouvements, va faire de plus en plus d'erreurs aussi, mais voilà, il faut qu'il s'enfuit, alors que Pacino, lui, va être de plus en plus discret finalement dans ses apparitions, parce que c'est comme ça aussi qu'il pourra attraper. Donc dans le scénario, dans la narration elle-même, ça fonctionne, mais dans ce que ça raconte, voilà, il y a quelque chose de brillant là-dedans, je trouve. Ouais, c'était assez brillant. C'est là que cette séquence du café, de la rencontre, du vrai face à face qu'ils vont avoir avant la séquence finale, est extrêmement importante, parce que c'est vraiment à partir de là qu'on remet les choses à plat. Ouais, et c'est assez dingue. C'est en ça, voilà, là, comme on disait, voilà, on a vu que Hit, c'était un film extrêmement incarné, plein et très authentique et presque naturaliste quelque part, mais c'est aussi un film qui est une abstraction totale, enfin qui tire une partie de sa force et de sa puissance émotionnelle de la pure forme, en fait. Je me rappelle que j'avais été marqué, moi c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois, hein, c'est 30 fois et tout ça. Je me souviens avoir été très marqué par les paroles du plus grand spécialiste de Michael Mann en France, c'est Jean-Baptiste Aurey, hein, qui est un très grand critique. Présenté du coup il y a 15 ans à Rennes, oui, un peu moins, ouais, et qu'il avait inclus dans un cycle sur le cinéma américain des années 70 avec du coup Alfredo Garcia de Peckinpah et John McCabe de Robert Altman. Et avec ces deux films-là, il y avait du coup Hit de Michael Mann, projeté en 35 mm à la fac. C'était moi, c'est comme ça que j'ai redécouvert ce film, hein. Et il l'incluait en expliquant notamment que Michael Mann avait cette distinction, cette espèce de problématique d'être à la fois le cinéaste le plus contemporain possible, et il continue à l'être avec ses derniers films. Il est
toujours en train de parler du monde présent, et en même temps il l'incluait dans ce cinéma américain des années 70, dans sa façon justement d'aborder le personnage lui-même, et se grille justement énormément. Voilà, je trouvais ça très ouais. Et en fait, de toute façon, c'est quelqu'un qui a écrit des textes sur Mann. On attend toujours son bouquin. Il avait écrit des textes absolument fondamentaux dans une revue de cinéma qui a été assez, qui a une existence assez éphémère, qui s'appelait Panique, où le moment où Miami Vice sortait un texte absolument fabuleux sur Miami Vice de Michael Mann, donc le film, qui revenait un petit peu sur l'esthétique de Michael Mann. Et je me souviens d'avoir vu une interview où il parlait, Hit, c'est une cathédrale en fait. Et c'est, il avait mis précisément le mot juste sur ce que je ressentais en voyant ce film. Hit, moi, ça me paraît être une cathédrale. C'est-à-dire, et en fait, en préparant cette émission-là, je suis tombé sur le DVD de L.A. Takedown, qui a été édité, très belle édition d'ailleurs, L.A. Takedown, qui est donc le brouillon de Hit, un film que j'arrive jamais à regarder, c'est impossible. T'as l'impression de voir, c'est presque gênant pour les acteurs de se dire, tu les vois, tu dis merde, c'est pas De Niro, pas Pacino, oh là là, il y a même presque, on dirait qu'il n'y a pas Michael Mann derrière la caméra. Enfin, c'est trop projet. Moi, j'arrive pas à le voir. Ça a été fait 7 ans avant. Mais les bonus, dans les bonus, il y a une interview de Mann où il parle lui-même de ça, où c'est lui qui dit, Michael Mann, moi, j'ai fait ce film. À un moment, je me suis dit, on n'a pas tout fait avec ce film-là. Je vais le produire, je vais le donner à quelqu'un. Il y a eu plusieurs cinéastes accrochés au projet, puis moi, je me contenterai peut-être de le produire. Et en discutant avec son producteur, Art Linson lui dit, là, a priori, faudra peut-être que tu le fasses. Et là, chez Michael Mann, ça a fait clic. Là, il s'est dit, oui. En fait, il y a toujours quelque chose qui m'a conquis dans ce scénario-là. Je savais pas ce que c'était, mais c'est la structure du film. Il y avait quelque chose que j'ai pas pu explorer dans le téléfilm. Évidemment, le fait divers y était. L'histoire de Chuck Adamson y était. Il parle de refrains et de couplets notamment. Il parle de ça. Il parle en parlant de ça, il dit ce film, c'est l'architecture de ce scénario sur lequel je travaillais, où je me disais il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que j'accomplisse. De la même façon, et je voulais là-dedans, il y a une émotion dans la structure de ce scénario. Il y a une émotion de type architectural, si on veut prendre une analogie, qui serait un peu celle des cathédrales, où d'un coup, dans une structure de ressemblance, de dissemblance, de symétrie, d'asymétrie, de perspective, de trucs un peu inversés, qui vont créer une émotion. Moi, je pense que d'ignorance de comment ça a été fait aussi. Ouais, et oui, après, là, il y a tout le mystère des cathédrales. De magie, oui, c'est, en fait, le truc, c'est que quand tu peux avoir une sorte d'émotion et tu arriveras jamais à savoir ce qui t'a procuré l'émotion. Moi, des fois, je tendance à un peu vite, des fois, en voyant des films, je vais être ému par une sorte de forme. C'est ce qu'on peut appeler le syndrome de Stendhal. Quelque part, d'un coup, tu dis c'est tellement bien fait que tu vas être ému. Après, on peut aussi penser que c'est une sorte d'une émotion de forme, enfin une forme qui va te procurer une émotion. Moi, je pense que il y a vraiment une partie de la puissance émotionnelle de Hit. C'est un film sur lequel je suis hyper ému, qui vient à la fois justement de la profonde incarnation des histoires humaines que ça raconte. C'est un film qui va dans le drame, c'est presque plus un drame qu'un polar d'ailleurs, mais qui vient aussi de la perfection structurelle du film, quoi. Je parlais de cette structure en symétrie inversée entre le trajet de Pacino et De Niro, mais ça va aussi avec toutes les structures en écho de tous les couples qui vont aller qui vont évoluer en parallèle de tous ces personnages. Et de tous les tout ce côté très très ambivalent du film. C'est vrai que Hit, on a quand même tendance, il aura été très influent, Hit, parce qu'il a institué par exemple une sorte de la lumière bleutée des films de Nolan, le Dark Knight, la lumière bleutée, le côté, cette façon de filmer la ville. En sachant que Michael Mann s'inspire aussi, par exemple, pour un des plans les plus iconiques du film, à savoir De Niro qui regarde la mer depuis sa fenêtre avec l'arme posée sur une table basse. C'est l'image qui a le plus motivé Michael Mann, qui est elle-même, du coup, c'est l'une des rares influences plastiques qu'il peut avoir et qui vient d'un peintre dont j'ai oublié le nom. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, mais voilà, c'est l'une des rares
rares influences qu'il peut avoir, et cette influence-là justement avec cette lumière bleue, parce que la peinture en elle-même est très bleue justement, et ça, c'est là c'est une citation claire et nette. Bon bah ça vient d'un tableau suffisamment méconnu pour qu'on la remarque pas et pour que moi je l'ai jamais remarqué, mais c'est vrai que le tableau on peut le retrouver facilement. C'est clairement, oui, c'est une citation pure et simple de ce moment-là, le flingue sur une table avec un mec devant une grande baie vitrée devant l'immensité de l'océan. Mann parle de son exploration, de ce qui l'intéressait à l'époque, c'était l'espace négatif, c'est-à-dire faire des photos ou donner un peu plus de place à l'espace vide de la photo plutôt que sujet filmé. Donc c'est clairement l'objet de ce plan. C'est quelque chose qui va irriguer un nombre de films incalculable. Lui va pousser à bout, même dans Miami Vice, il y a des plans complètement dingues où il va vraiment mettre ça, mais pousser ça à l'extrême. Voilà, c'est ça. En fait, ce film, moi, il me paraît génial dans sa façon de manier les contraires. C'est vrai que, comme je le disais, c'est un film dont on se rappelle pour presque sa froideur, qui a fait école pour sa froideur. Cette fameuse école, ces fameuses lumières bleutées, cette fameuse côté méthodique des personnages. Mais en fait, ce film, la froideur ne fonctionne. C'est effectivement, la froideur de ces êtres hyper dévoués à leur action, qui est vraiment l'action n'est mue dans Hit que par la détermination des personnages, mais en même temps le cœur qui bat dans Hit, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement romantique, d'extrêmement chaleureux. C'est vrai que mélodramatique. Enfin, il y a des séquences comme celle du Attentif de suite de Nathalie Portman qui est quand même énorme. C'est hyper émouvant. Et moi, je pense plus aux relations amoureuses telles qu'elles sont filmées. On a le droit dans Hit, pareil, dans cette sorte de mise en parallèle, à une histoire d'amour naissante et une histoire d'amour finissante entre Pacino et De Niro. Et puis, on peut parler aussi d'histoire d'amour naissante quelque part entre Pacino et De Niro. Mais il y a quelque chose de très très romantique, très très chaleureux, et qui y va quoi. Je veux dire, la scène entre Amy Brenneman et Robert De Niro devant où il s'extrait un petit peu de l'espace de Los Angeles, où il la surplombe sur la terrasse, où là c'est filmé sur fond vert avec les lumières de la ville, qui est un plan d'ailleurs à travers exceptionnel. J'ai vu ça en vrai, ça m'a fait des trucs bizarres. Mais là surtout que la façon dont il a le filmé, c'est très étonnant, parce que d'une part, en plus, c'est un film qui est tourné exclusivement en décor naturel. En décor naturel. De toute façon, il y a 95 lieux de tournage. Savoir que le Michael Mann a passé 9 mois, je crois, avec un flic à répondre à des appels de la CB pour aller sur des scènes de crime. Donc il a découvert Los Angeles comme ça. Il a trouvé tous les lieux de tournage comme ça. Mais en fait, c'est un film qui est à la fois hyper précis et documenté et génial dans la véracité des endroits filmés. Mais c'est aussi qu'un endroit qui a une façon de filmer Los Angeles hyper abstraite. Effectivement, le plan, on arrive dans la scène, c'est hyper réel, c'est du vrai. Et la façon de le filmer, quand on se resserre sur les personnages, vu que c'est toujours filmé en longue focale, l'arrière-plan est toujours flou. Et il y a une sorte de picturalité qui va s'en dégager, quelque chose de très abstrait qui va s'en dégager. Ce plan-là, par exemple, entre De Niro et Amy Brenneman est très marquant, parce que d'un coup on a un plan il n'est pas net, c'est des plans, c'est des lumières de la ville. On est avant le numérique, on peut pas capturer ces lumières-là en 35 mm avec un avant-plan qui est net. Ce qui va le pousser énormément. C'est une chose qu'il pourra faire plus tard. Mais il y a un plan d'un coup où on a presque deux personnages qui sont inscrits dans le décor, qui ne font presque qu'un avec le décor. Il y a une relation avec l'arrière-plan qui est fondamentale dans Hit. Je pense à la scène de fusillade. Elle a un impact très puissant aussi, parce que d'un coup, c'est la première fois presque dans le film, il me semble, où on a des courses focales, c'est-à-dire où on a des personnages, un arrière-plan et un avant-plan qui sont nets. On l'a pendant les scènes d'action. Je crois que pendant justement l'attaque du fourgon blindé, il y a déjà quelque chose de ça. Et pas tant que ça en fait, parce que là c'est très marqué en fait dans le. Ah oui, par contre c'est pas marqué comme dans ça, toute la scène. Je pense que c'est c'est aussi tout l'enjeu du film. Mais il est extrêmement précis. De toute façon, c'est une évidence, et à ce détail, parce qu'il va falloir qu'on termine. C'est un truc que je voulais quand même dire aussi avant qu'on termine cette émission. Mais sur le Blu-ray, c'était déjà présent sur le précédent Blu-ray, mais il y a des scènes coupées. Il y a très peu.
hein. Il y en a pour du 8 ou 9 minutes de scènes coupées qui sont extrêmement intéressantes, qui vont développer certains personnages, des petites séquences, et tu te dis oui, il a extrêmement bien fait de les couper parce qu'elles sont pas indispensables, et le film est, je pense, c'est un peut-être des derniers films vraiment parfaits, je pense, en termes de découpage, en termes d'écriture, en termes de mise en scène. Je pense que étant donné qu'il avait déjà fait un prototype avec LA Takedown, que c'est un scénario qui nous reste depuis 15 ans, quand on voit LA Takedown, son découpage, sa mise en scène est déjà présente. Il a pu, comme Coppola l'a fait avec les films dont on parlait, justement Rusty James, il a pu vraiment préparer son film à l'avance avec d'autres acteurs. Il a eu beaucoup de temps pour préparer vraiment Hit. C'était 9 mois de répétition, c'était plusieurs mois de tournage. Il a eu les moyens pour le faire. Il a arrivé à faire vraiment, je pense, l'objet parfait, en fait, finalement. C'est assez fascinant pour ça. Et comme tu parle de courte focale, je pense qu'en effet il y arrive à cette utilisation de longue focale ou de courte focale très progressivement, et avec vraiment une maîtrise qui moi ouais c'est assez, enfin tout est assez dingue dans la mise en scène, hein. Mais c'est vrai que cette scène là qui a un impact incroyable, c'est une des scènes d'action les plus brillantes qui ont été filmées ces dernières années, et sur lequel les gens s'en remettent pas, veut revenir, essaye de voir, mais cette scène là elle a un impact parce qu'elle est inclue dans un tout, hein. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait un impact comme ça, c'est que d'un coup le registre d'image change, hein. D'un coup on passe à une sorte de c'est des trucs qui sont invisibles, mais voilà, quand on passe d'un coup à de la courte focale et après avoir de la longue focale. Voilà. Et c'est pas que cette scène-là soit uniquement filmée en courte focale. Non. Mais et c'est si important les moments où d'un coup on revient à la longue focale dans cette scène-là, c'est que l'enjeu pour n'importe quel personnage de Hit, c'est de trouver sa place par rapport à son environnement. Les scènes qui sont tournées en longue focale, vu qu'une longue focale ça isole l'avant-plan de l'arrière-plan, ça permet un personnage de se recentrer dans l'espace. Voilà, chaque fois où il y a quelqu'un qui est en pleine maîtrise ou qui recherche la maîtrise va être tourné en longue focale. Enfin, c'est un film qui est absolument brillant en termes de mise en scène, et c'est là où moi je trouve ça génial, c'est que c'est un film qui manie les contraires, hein. Comme je disais, c'est un film qui fait école dans le registre bleuté, froid, qui a le début. Mann va creuser ce sillon-là, mais c'est le film qui va filmer le plus le contemporain, la société des flux, de réseau, le côté très compartimenté de la ville, l'ultra moderne solitude, qui va filmer ça, voilà. Et mais en même temps, oui, qui est un film qui est hyper chaleureux et qui va qui va réussir à filmer les contraires, ce qui fait que ça pourra aboutir à une fin où t'es à la fois pour que Pacino chope De Niro et à la fois pour que De Niro échappe à Pacino. Il a filmé deux héros et non pas deux antagonistes. Il a filmé deux héros, et c'était aussi ça la grande nouveauté. Il va falloir qu'on se quitte, malheureusement. Hit vient de ressortir en Blu-ray chez Fox avec beaucoup de bonus qui étaient déjà présents et d'autres en plus.